Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, coup d'État militaire au Niger, impasse constitutionnelle, l'échéance de la CEDEAO ignorée par les putschistes. Les dirigeants ouest-africains vont à nouveau se réunir jeudi. Washington assure qu'il est encore possible de mettre fin au coup d'État par la diplomatie. La multiplication des attaques terroristes et l'afflux de déplacés mettent à mal la gratuité des soins au Burkina Faso. Nous allons en parler. À découvrir dans cette édition, un message de paix et de résilience au Burkina Faso. La série télévisée Bienvenue à Kikideni poursuit sa quête de vivre ensemble en plein contexte d'insécurité. Toujours au Burkina Faso, l'intersyndicale des magistrats a mis fin ce mardi à son mouvement de grève, mais reste mobilisée pour obtenir gain de cause dans les négociations en cours avec les autorités. Gildas Da, notre correspondant à Ouagadougou, sera avec nous pour développer ce fait marquant de la semaine. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Coup d'État militaire au Niger, la junte a nommé ce lundi soir son premier ministre, Ali Mahama Lamine Zeine, militant du MNSD Nassara, le parti de l'ex-président Tandja Mahamadou, lui-même renversé par l'armée en 2010. Par ailleurs, l'ultimatum lancé par la CEDEAO putschiste a expiré sans que ces derniers n'accèdent aux exigences d'un retour à l'ordre constitutionnel de l'institution ouest-africaine. Les soutiens au CNSP, l'organe dirigeant des militaires, se multiplient alors que les interrogations sur la sortie de cette crise persistent. Le reportage est signé Abdelrazak Idrissa au Niger. Au lendemain de la fin de l'ultimatum de la CEDEAO, la vie semble normale dans les rues de Niamey, la capitale. Les citoyens vaquent à leur occupation. Chez les jeunes surtout, c'est l'appel à la mobilisation des autorités militaires qui trouve écho. La jeunesse nigérienne est prête à les accompagner. La preuve, nous avons des comités de veille citoyenne que les jeunes, autant pour moi, sont en train de faire au niveau des différents ronds-points. Il n'est plus question, j'ai eu à le dire, d'appartenance politique. C'est le Niger qu'il faut mettre devant. Nous allons défendre la patrie, même si nous allons mourir pour cette patrie. On est déterminé, on est engagé, on est prêt à le faire. Moi, je suis de la région de Tillabéri, donc je sais qu'il en vaut. La situation est tellement grave parce que moi, ça fait depuis 2016, je n'ai pas mis pied au village compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est beaucoup dégradée depuis une décennie. Je crois que chaque Nigérien qui se soucie, qui est patriote, qui aime le Niger, devrait participer. C'est une obligation pour chaque Nigérien. Au-delà de cet appel à la mobilisation, les militaires putschistes de Niamey ont décidé, comme pour se tenir prêts à l'intervention militaire, de fermer l'espace aérien du pays et mettre en garde la CEDEAO, manipulée selon eux par une puissance étrangère sans la nommer. Des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. Pour cet analyste, face à l'escalade, une solution est possible et se trouve entre les mains du président déchu, Mohamed Bazoum. Vous savez, c'était Roch du Burkina. Il dit, lui, il ne peut pas accepter qu'une goutte de sang d'un Burkinabé soit versée
pour qu'il soit au pouvoir. Il a démissionné. Je crois qu'il appartient au président Bazoum de faire un message pour dire que vraiment ça ne vaut pas la peine de massacrer ce pays-là. Il démissionne. C'est vrai, vous voyez dans un communiqué, ils disent même qu'ils n'acceptent même pas une démission du président. Les choses en fait sont préparées, ça veut dire qu'en réalité leur agenda est ailleurs. Ça n'a rien à voir. Mais je crois qu'il n'est pas tard. Le président Bazoum peut intervenir pour sauvegarder l'unité du pays, pour sauvegarder l'intégrité du pays, pour sauver le Niger. Lundi, les nouvelles autorités du Niger ont reçu la visite de responsables des juntes maliennes et burkinabés qui se sont déclarés solidaires de leur action du 26 juillet dernier. Des négociations avec le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie sont annoncées sous l'égide des États-Unis d'Amérique à travers la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques Victoria Nuland. Jeudi, un nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO est prévu sur cette crise au Niger. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Et nous nous rendons à Niamey pour retrouver Abdulrazak Idrissa. Razak, bonsoir. Bonsoir Eric. Et Razak, les militaires putschistes continuent d'ignorer les pressions régionales et internationales pour établir le président Bazoum dans ses fonctions. Quel est l'impact des sanctions qui frappent le Niger et comment la junte compte y faire face? Alors, l'impact de ces sanctions se fait ressentir. Le Nigeria a coupé donc la ligne d'interconnexion de l'électricité, ce qui fait que dans les villes, principalement les villes de l'ouest du pays, c'est la production locale qui est en train d'être rationalisée par la société d'électricité à travers donc des délestages. Les prix aussi de certaines denrées alimentaires ont augmenté. Les populations vivent cela et quand vous échangez avec eux, ils disent que oui, on n'a pas l'électricité toute la journée, mais on supporte. Oui, les prix de certaines denrées ont augmenté, mais on supporte parce qu'on a vu que les Maliens, on a vu que les Burkinabés ont pu surmonter ces difficultés nées de ces crises-là à l'issue de ces renversements des régimes démocratiques. Donc oui, l'impact est là, mais les populations essaient d'être résilientes, de faire face, parce que quand vous échangez avec elles, elles vous disent que c'est de l'intérêt du pays d'affirmer donc sa souveraineté. Alors la deuxième partie de la question, comment la junte compte s'y prendre, c'est que oui, la junte a vu toute la mobilisation qu'il y a autour de ces idéaux depuis le 26 juillet dernier, et donc elle essaie de galvaniser encore les populations en leur disant que les jours, les semaines à venir vont être très difficiles, mais il faut que les populations, il faut que le peuple soit résilient que pour faire face à ces situations, parce que, comme les nouvelles autorités le disent, c'est une voie pour l'affirmation de la véritable indépendance, la véritable souveraineté du pays. Et Razak, la CEDEAO n'exclut pas l'usage de la force en cas d'échec de la voie diplomatique. Est-ce que cette menace est toujours prise au sérieux par la junte? Oui, tout à fait. Elle est prise très, très au sérieux. Vous avez suivi la dernière, disons, les derniers communiqués de la junte où elle dit que cette intervention, elle la qualifie même donc d'agression, et qu'elle est prête, que le peuple nigérien est prêt pour faire face à cette agression, et qu'en cas d'une quelconque agression justement par la CEDEAO, et la junte considère que la CEDEAO est impersonnelle et que lorsqu'elle va décider d'intervenir, la junte va aussi réagir en attaquant peut-être des pays de la CEDEAO sans les nommer. Donc la menace est vraiment prise au sérieux, et au sein de la population également, elle est prise au sérieux, et en fait les populations essaient de faire avec, de se dire que il faut qu'on affronte cela, parce que beaucoup de gens disent que c'est comme si c'est un affront qui est lancé contre le peuple.
Et vous avez vu donc toutes ces initiatives, des sortes de sentinelles, des sortes de brigades de surveillance et de contrôle qui sont montées un peu partout pour veiller et, comme ils l'ont dit, les initiateurs de ces différentes actions de surveillance et de contrôle, c'est pour veiller à ce que tout mouvement suspect soit déclaré et puis informé et remonté au niveau des autorités compétentes. Donc la menace elle est vraiment prise au sérieux, aussi bien par la junte que la population, et tous se disent déterminés à l'affronter parce que, encore une fois, si vous voulez, la rhétorique ici, c'est une belle occasion pour que la véritable indépendance du pays soit affirmée. Merci Razak Idrissa, vous vous trouvez à Niamey, vous êtes notre correspondant sur place. Nous poursuivons cette discussion avec notre analyste Ibrahim Khan, analyste politique et spécialiste de l'Union africaine. Il est chargé de programme Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Khan, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, l'ultimatum de la CEDEAO est complètement ignoré jusque-là. Faut-il encore donner la chance à la diplomatie? Certainement que oui. D'autant plus qu'aujourd'hui même, le président en exercice de l'Union africaine, plutôt de la CEDEAO, à travers son porte-parole, a dit encore donner de la chance à la diplomatie. On espère que la discussion d'après-demain de la CEDEAO va peut-être donner une petite idée des contours de cette chance donnée à la diplomatie, et on va voir ce que ça va donner. Et l'implication des États-Unis aussi. Oui, tout à fait, parce que ce n'est pas seulement la CEDEAO qui est maintenant directement impliquée, c'est les États-Unis à travers le numéro 2 du département d'État qui a effectué une visite à Niamey. Mais aussi bien pour la CEDEAO que pour les États-Unis, les résultats sont très maigres parce que les militaires semblent s'arc-bouter à un certain nombre de principes, semblent même s'enfermer. Aujourd'hui, un communiqué est sorti pour dire que la délégation que la CEDEAO voulait envoyer encore aujourd'hui en lien avec l'Union africaine et les Nations unies n'est pas recevable à Niamey. Donc, diplomatie, oui, mais à la condition aussi que les militaires ouvrent certaines fenêtres de discussion et de conversation pour aller de l'avant. Vous venez de le dire, donc le retour à l'ordre constitutionnel semble s'éloigner avec notamment la nomination par la junte d'un Premier ministre. Est-ce que l'on s'achemine vers le schéma Mali-Burkina et que la CEDEAO finira par accepter? Est-ce que l'intervention militaire qu'elle a brandie se transforme en un sabot de bois? Pas tout à fait, parce que je pense que la crédibilité de la CEDEAO, la crédibilité du président en exercice sont en jeu dans ce bras de fer. Peut-être qu'on pourrait sacrifier le président Bazoum puisque les autorités locales n'en veulent pas, mais pour la CEDEAO, il est hors de question que les militaires restent au pouvoir. Alors, quel va être le compromis? C'est, je pense, les jours et les semaines à venir qui vont nous indiquer cela. Mais tout à l'heure, votre correspondant à Niamey a parlé des premiers effets des sanctions économiques. Je pense que d'ici un mois, la situation va complètement changer. Il va falloir payer les salaires des fonctionnaires. Il n'y a pas de système bancaire en fonction. Et ça risque de rendre la situation des militaires plus compliquée. Et je pense que la CEDEAO joue aussi sur ça pour amener les militaires à changer, si vous voulez, de logiciel. Et pourquoi, selon vous, les militaires putschistes maintiennent le statu quo? Quel est l'enjeu? Vous savez, Eric, la question que beaucoup d'observateurs se sont posées à propos de ce coup d'État, c'est de savoir, mais pour quelles raisons les militaires ont pris le pouvoir? Si c'est les deux arguments qu'ils ont avancés, la situation économique et la situation sécuritaire, Bazoum n'en est pas responsable. Pour la question sécuritaire, c'est l'armée qui est responsable.
Les militaires ont toujours eu les moyens. Rappelez-vous qu'il y a peu de temps encore, il y a 2 ans, un rapport de la Cour des comptes avait même incriminé pratiquement toute la hiérarchie militaire dans les affaires de corruption concernant les achats d'armes. La situation économique, mais depuis la crise du Covid et ensuite la crise ukrainienne, mais c'est toute la sous-région qui est en crise économique. S'y ajoute la guerre civile, en tout cas la guerre contre le terrorisme qui sévit dans la région. Donc, si ce n'est pas la défense de leurs intérêts propres, rien ne peut justifier cette prise du pouvoir par les militaires. Et le drame, c'est que cette prise du pouvoir sonne aussi le glas de la démocratie dans l'un des pays où ça semblait vraiment prendre forme, parce qu'on a eu 2 changements normaux à la tête du pays, et donc on pensait que les choses allaient passer vraiment dans l'ordre, alors que ces militaires viennent et créent une situation qui risque de tout mettre à l'eau. Et la question fondamentale, c'est qu'ils veulent simplement défendre des trucs corporatifs et pas d'autre chose. Rappelons que la CEDEAO a déjà intervenu dans l'OTAN, dans certains pays, et la dernière fois, c'était en Gambie, mais le président Yahya Jammeh a jeté l'éponge avant l'intervention militaire. Merci beaucoup, Ibrahima Kane, pour toutes ces précisions, pour votre analyse. Merci de m'avoir invité. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Direction Burkina Faso pour parler de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, une promesse électorale de l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré. Mais ce projet est confronté à des défis en raison de la multiplication des attaques terroristes. L'afflux massif des déplacés dans les zones urbaines exerce une pression sur les centres de santé et la disponibilité des médicaments devient insuffisante pour répondre à la demande. Le reportage est signé Alidou Ouedraogo à Bobo Dioulasso. Nous sommes au centre de santé et de promotion sociale du secteur 4. En cette période d'hivernage, avec l'explosion des cas de paludisme chez les enfants, il y a une longue file d'attente. Des femmes sont assises sur des bancs avec des enfants visiblement souffrants. L'une après l'autre, elles entrent dans la salle de consultation avec leurs enfants en comptant sur la gratuité des soins. Mais très vite, elles sont frappées par un sentiment de déception. Sanata Kaboré, carnet de santé et ordonnance médicale en main, lance. Après la consultation, si on nous donne les ordonnances, si on rentre dans les dépôts, des fois il y a quelques éléments des produits qui sont en manque. Il faudra qu'on parte chercher ça à la pharmacie. C'est chlore ou soit paracétamol seulement qu'on nous donne. La césarienne est normalement gratuite, mais Ousmane Sondo a dû payer pour son épouse. Il nous explique. Ma femme devait subir une césarienne, mais en tout cas moi, j'ai tout payé par manque de produits gratuits. Cette situation est due à l'insécurité grandissante, justifie le directeur régional de la santé, Rodrigue Diao. Et vous savez que la crise sécuritaire a fait de telle sorte que la question même de transport des médicaments d'une zone A vers une zone B, vous savez qu'aujourd'hui, on a des centres de santé qui n'arrivent pas à être approvisionnés comme il se doit. Donc, quand vous prenez ne serait-ce que le contexte sécuritaire, vous êtes d'accord avec moi qu'une grande partie de ces populations qui sont dans les zones touchées par l'insécurité ne peuvent pas avoir une permanence en termes de disponibilité des médicaments.
Le docteur Diao, par ailleurs directeur régional de la santé, prévient les populations que la situation pourrait encore être plus dure. Je peux véritablement dire avec vous que la question économique actuelle, la question sécuritaire actuelle va certainement entraîner encore plus de plaintes des populations par rapport à la disponibilité des médicaments au niveau de nos centres de santé de façon globale et en particulier pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. D'autres raisons expliquent la situation, nous dit Salia Kassamba, président du comité de gestion des centres de santé et de promotion sociale. Le manque de médicaments parce que le gouvernement doit donner l'argent au CSPS parce qu'on donne les médicaments cadeaux. Si les cadeaux, là, si ça ne rembourse pas, on va avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas payer encore parce qu'il n'y a pas l'argent. Il y a des CSPS qui doivent 80 millions, 60 millions, 200 millions. Bon, ça dépend quoi. Si le gouvernement paye l'argent, là, on peut payer les médicaments. Après la propagation des cas de paludisme, c'est la croix et la bannière pour de nombreuses femmes déplacées qui voient leurs enfants mourir faute de soins. Halidou Ouedraogo, Bobo Dulasso pour VOA Afrique. Après plus d'une semaine de mouvement de grève, l'intersyndicale des magistrats du Burkina Faso a appelé ce lundi soir ses membres à reprendre les activités juridictionnelles. Ces magistrats exigent la réintégration en prison d'une inculpée extraite du tribunal par les militaires. C'est notre fait marquant de la semaine. Gildas Da, notre correspondant à Ouagadougou, est avec nous en ligne. Gildas, bonsoir. Bonsoir Eric. Gildas, explique-nous en quelques mots cette grève, de quoi s'agit-il et pourquoi le président Traoré s'est exprimé sur le sujet. Alors, tout est parti en fait d'une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on pouvait voir un homme enchaîné et qui est fouetté par un groupe de jeunes. Ce groupe de jeunes-là fait partie du personnel de Adjam Setouni Kema de Komsilga. C'est une guérisseuse. Donc, après cela, le procureur du TGI, tribunal de grande instance de Ouagadougou, va donc se saisir de l'affaire. La dame et d'autres personnes seront arrêtées, gardées au tribunal en attendant leur transfèrement à la maison d'arrêt de Ouagadougou. Alors c'est là que tout se complique parce que des militaires vont débarquer au TGI le 28 juillet et demander à ce qu'on leur remette la dame. Il leur sera opposé donc un niet catégorique, mais ils vont partir et par la suite, on va apprendre en fait que la dame a été libérée à 4 h du matin. Remise donc aux hommes de l'Agence nationale de renseignement et on apprendra aussi que c'est le ministre de la Justice qui a ordonné cela. Donc les magistrats vont rentrer immédiatement en grève pendant une semaine pour exiger que la dame retourne à la Mako et en lieu et place, il sera proposé que la dame aille à la maison des armées, maison d'arrêt de l'armée en fait. Donc Amsetouni Kema, c'est une guérisseuse très connue. Moi-même, j'ai fait un reportage sur elle en 2021. Un reportage qui a quelque part contribué aussi à accroître sa notoriété. Alors, elle soigne des malades qui n'ont pas eu gain de cause à l'hôpital et il se dit qu'elle protège aussi mystiquement. Alors, pourquoi le président est intervenu? Je peux vous dire qu'elle a un lien certain avec l'armée. Elle m'en avait parlé personnellement, mais c'est tellement sensible que je ne peux pas vous l'évoquer ici. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles l'Agence nationale des renseignements est intervenue. Alors, d'autres personnes aussi disent qu'elle assure la protection du président mystiquement. Bon, ça reste encore des spéculations, Eric. Oui, la fin de la grève annoncée ce lundi soir marque-t-elle la fin du problème posé, celui de l'indépendance de la justice, et comment les médias ont traité cette situation? Ouais, les médias ont marché sur des œufs, hein, ça il faut le dire clairement, parce que c'était une affaire tellement sensible. On a fait l'annonce de ce qui s'est passé et les médias ont essayé de faire aussi un tour dans les tribunaux pour voir s'il y avait effectivement l'arrêt de travail des magistrats, ce qui était effectif. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on marche vraiment sur des œufs parce que l'affaire a fait sortir de l'œuvre une bonne partie de la population. Et on attend peut-être le jugement pour voir comment ça va se passer. Sinon, du moment qu'on a évoqué déjà une histoire de survie de la patrie, l'affaire est devenue très, très, très sensible et les médias s'en sortent un peu du carreau. Oui. Merci Gildas pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Ouagadougou.
Nous restons toujours au Burkina Faso. C'est une série bien connue, 3 hommes, un village et 3 hommes, un village. 3 femmes plutôt, un village. La série existe depuis 2005 et prône des messages de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Toute l'histoire se déroule dans un village dénommé Kikideni, qui existe en vrai dans l'est du pays. Mieux, pour cette nouvelle saison, la 3e, la série va s'appeler Bienvenue à Kikideni. Dans un contexte d'insécurité que vit le Burkina, la série ne restera pas en marge de cette situation de Ouagadougou. Notre correspondant Lamine Traoré. À une vingtaine de kilomètres de la capitale burkinabé, la série Bienvenue à Kikideni se tourne dans ce village. Sur le plateau, techniciens et comédiens sont à la tâche. Des séquences en tournage. Action. Terminé pour cette séquence. Changement de décor. Au marché du village. Ici, aussi plusieurs séquences sont mises en boîte. C'est quoi Bienvenue à Kikideni? C'est sur des petites rivalités internes de village, mais à une échelle plus grande, c'est au niveau du village, c'est au niveau de la région, de la nation et même des continents. Il faut qu'on trouve le moyen de vivre ensemble, hein, sinon ce n'est pas la peine. La série, au fil des années, a gagné en maturité. C'est le curé du village, dans le film, qui le dit. Je retiens que la série s'est beaucoup enrichie des récents événements de ce qu'on vit aujourd'hui, la question du vivre ensemble qui est mise à mal. Nous ne sommes pas en dehors de la situation, on n'est pas en dehors du quotidien de tous. On est bien implanté dans ce pays, on connaît les réalités de ce pays. Kikideni est un village dans l'est du pays. La situation sécuritaire ne favorise pas le tournage dans la localité. Cette comédienne joue la nièce du chef du village dans la série. Ça a été délocalisé parce que notre pays traverse une situation assez difficile, mais ce n'est pas une situation qui doit nous empêcher de continuer à vivre et d'espérer de retrouver notre pays comme on l'a connu. C'est une grosse logistique et de dernière génération qui est déployée pour le tournage. Sur ce plateau, nous avons opté de tourner en multicaméra, ce qui voudrait dire que nous tournons avec 2 caméras en même temps, qui nous permet d'aller plus vite et qui nous permet aussi de gagner beaucoup en technique, c'est-à-dire nous rattrapons beaucoup ce qu'on appelle les raccords. Au niveau du découpage, ça va plus vite. Nous tournons vraiment dans les conditions techniques internationales. C'est le travail de Sanata, si tu permets. Tantôt devant la caméra et tantôt derrière. Cette dame est la cheville ouvrière du film. Et Bienvenue à Kikideni traite de thèmes différents dont l'insécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je pense que c'est aussi notre contribution à la résilience, on va dire. Merci, fin de journée. Dans quelques semaines, le tournage de Bienvenue à Kikideni prend fin ici et la réalisatrice annonce que la série sera prête en 2024 pour le grand public. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités pour leur contribution. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiz a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.